dans sa globalité, où est-ce qu'on en est, où est-ce que nous, on a envie d'aller, ce sera déjà une bonne chose. Voilà. Comme je vois qu'il y a des personnes que je ne connais pas forcément, je vais revenir rapidement sur l'histoire Terra Brasil pour ceux qui ne connaissent pas, mais je vais le faire très brièvement. Alors, j'espère que vous voyez mon écran. Hop, est-ce que vous voyez ce joli garçon sur le On voit vélo tout très bien. à Ouais, ouais. Rio? Parfait. Super. Alors, en fait, Terra Brasil, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour qui est née dans la région de la Costa Verde, dans le sud du Brésil, à Paraty. Enfin, à côté de Paraty, c'est à Pissinguaba. L'agence a été fondée par Fabrice Pavlak, que j'imagine beaucoup connaissent ici, qui a eu un coup de cœur en fait pour la région sur la Mata Atlantica et la région de la Costa Verde avec ces grandes forêts qui tombent dans la mer et cet environnement de pêcheurs. Il est tombé vraiment amoureux, c'était un coup de cœur. Il a trouvé ça extraordinaire justement. Et de là, bah, en 2003, l'agence Terra Brasil a été montée et avec un esprit d'explorateur. Avec les années, on a commencé en fait, à explorer un petit peu plus et à opérer le reste du pays. Donc, il y a eu bien sûr les chutes d'Iguassou, le Pantanal, le Minas Gerais et l'Amazonie. Tout ça pour ensuite aller jusqu'à le nord-est, qui est une région en soi énorme. Et on a créé à Fortaleza une deuxième agence, une deuxième antenne qui nous permettait d'opérer de façon plus efficace ce tronçon qui était surtout entre San Luis et Fortaleza, qu'on appelle la route des émotions. Bon, bien sûr, il y a eu la période Covid, ce qui a un peu tout chamboulé. Donc, on a fermé les bureaux en physique, on a fait le télétravail, on a eu l'activité qui a été totalement arrêtée. Et puis, bah, la reprise est revenue, bien heureusement. Et là, pour le moment, on s'est recentré sur Rio de Janeiro. Donc, on a nos bureaux, on a Tiana qui est là-bas, d'ailleurs, qui fait beaucoup depuis Rio de Janeiro. Et on est en train tout récemment, de reprendre une présence à Cumbuco, qui a une demi-heure de Fortaleza, pour pouvoir opérer de façon aussi efficace comme avant la partie nord-est. Voilà. Alors, me concernant, c'est vrai que je le fais peu, mais je suis Samuel. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Samuel, je suis gérant de Terra Brasil depuis 2020. Alors, moi, je suis un pur produit du Nord-Est parce que j'ai commencé justement à travailler à Fortaleza sur l'antenne qui était là-bas. Donc, j'ai été formé sur la route des émotions et sur la partie Nord-Est du Brésil, contrairement à Tiana qui est formé plus sur la partie sud. Alors, pour la petite histoire, je sais qu'on me pose souvent la question, mais je ne suis pas brésilien. Je suis né à Madagascar, donc je suis un des rares malgaches qui est présent sur le Brésil. C'est d'ailleurs assez marrant parce que les Brésiliens, quand ils me voient en général, ils me disent: «Ah, mais t'es la première personne que je connais, enfin, le premier malgache que je connais.» Et c'est toujours, en même temps, ils pensent souvent que je suis originaire de Manaus ou d'Amazonie. Donc, ça me permet un peu de rester discret et de me fondre dans le paysage. Pour ma part, j'ai grandi à Grenoble. Donc j'étais un fan de ski. J'ai grandi à Échirolles, c'est la ville de Calogero. Et j'ai rejoint Terra Bahia en 2018. Donc, comme j'ai commencé, j'ai fait mes armes, comme j'ai dit, sur le Nord-Est. Après, avec le Covid, j'ai repris la gérance en fin 2020. Et depuis, on a survécu, on a fait la reprise. Et là, on est dans une période de reconstruction qui nous va bien et on essaie un petit peu de penser différemment. C'est pour ça que je voulais vous parler un peu aujourd'hui de l'extraordinaire et du Brésil extraordinaire. Et je suis accompagné aujourd'hui de Tiana, donc Tiana qui a commencé avec nous en début d'année. Je vais la laisser se présenter brièvement. Je sais qu'elle a envie. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Tiana. Je suis arrivée à Terra cette année, à Terra Brasil. Et je suis franco-brésilienne. Mon papa est carioca, donc de Rio. Et je suis basée dans les bureaux de Rio pour Terra. Voilà. Merci Tiana. Alors aujourd'hui, on a nommé, comme j'ai dit, ce webinaire le Brésil extraordinaire. Pourquoi? C'est parce qu'on a une grosse réflexion qui a commencé déjà à la période du Covid, mais qui est encore en cours actuellement, de savoir quel sens donner à nos voyages. Donc nous, on s'est réunis entre nous aussi, au sein des différents Receptive Together, mais au sein de Terra en général, pour réfléchir à qu'est-ce qu'on voulait faire, quelles seraient nos philosophies pour demain et sur quoi on devait se recentrer. Et il y a une phrase qui est ressortie qui me plaît beaucoup, qui est: le voyage n'a de sens que s'il est extraordinaire. Ça va être un peu notre credo pour les années à venir.
Et on aimerait vraiment se recentrer là-dessus. Et l'idée, c'est de se dire, on sait qu'il y a un contexte qui est difficile, qui va être amené à évoluer par rapport au voyage international, par rapport au changement climatique. Donc, l'idée, c'est de continuer à faire rêver sur l'extraordinaire et donner du sens un petit peu à nos voyages, plutôt que de faire la leçon et de jouer un peu les pères castors. Extraordinaire. Alors, j'ai mis la définition de la route extraordinaire, qui n'est pas courant, exceptionnel, inhabituel. Moi, j'aime bien aussi la deuxième définition qui étonne par sa bizarrerie, son étrangeté, son originalité. D'ailleurs, moi, quand j'étais jeune, on me disait souvent que j'étais bizarre. J'ai jamais mal pris. J'ai toujours trouvé ça très original. Voilà, donc c'est la définition d'extraordinaire. On va essayer un petit peu de travailler là-dessus. Pour nous, ça a été une vraie réflexion de se dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait du Brésil un pays extraordinaire? Donc, c'est un peu pourquoi, enfin, c'est la réflexion qu'on a eue ces derniers mois, ces dernières années. Et qu'est-ce qui fait de Terra Brasil un réceptif extraordinaire aujourd'hui et qu'est-ce qui le fera demain? Voilà, donc nous, notre constat, un peu la conclusion, c'est de se dire les deux sont liés au final. Le Brésil est un pays extraordinaire pour certaines raisons et notre agence est extraordinaire pour un peu ce qu'on met en avant d'extraordinaire au Brésil. Et le deuxième constat qu'on a fait, c'est que l'extraordinaire, surtout au niveau d'un voyage, c'est une notion qui est changeante. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire aujourd'hui ne sera pas forcément demain, il n'était pas ce qui n'était pas il y a une vingtaine d'années. C'est vraiment quelque chose qui évolue. Typiquement, Tiana, quand elle est arrivée en début d'année, elle pensait que j'étais extraordinaire, un gérant extraordinaire qui a survécu à la crise. Aujourd'hui, si vous lui demandez, elle vous dira non, c'est un mec normal. Non, je rigole, blague à part, en fait, ça change. Notre notion d'extraordinaire change avec le temps. Aujourd'hui, et même moi, quand je suis arrivé sur Terra, je vais vous donner un petit peu qu'est-ce que moi je pensais du Brésil et qu'est-ce que je trouvais d'extraordinaire quand on me demandait. Déjà, mais avant ça, j'aimerais que vous me disiez, vous, dans le chat, quand on évoque le Brésil et quand on vous demande qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire au Brésil, que vous le connaissiez ou pas, qu'est-ce que vous diriez? S'il y a vraiment une ou deux choses, notions, sur lesquelles on pourrait qualifier le Brésil d'extraordinaire. Je vous laisse si vous avez. Si J'essaie de voir ce que vous me dites. Attendez. J'essaie de voir le chat. Si besoin, je peux te lire Lis-moi, ce qui est écrit, Samuel, bien sûr. Donc, on a vas-y. pour l'instant diversité. Moi, je me suis permis de rajouter diversité aussi avec l'Amazonie. Et Mhm, on a aussi une diversité des paysages, puisque c'est un grand territoire quand même. mhm. Et pour Ok, l'instant, et on a mélange des cultures aussi. ok, c'est à peu près ça. Euh, bah, c'est Ça va avec ce que j'avais imaginé, parce que pour moi faisait du Brésil un territoire si extraordinaire. C'était un territoire immense et sa diversité, bien sûr, c'est vraiment deux choses qui reviennent souvent et qui, pour moi, même nous au niveau de Terra Brasil, on a souvent, on va dire, fait rêver et on a souvent vendu en fait le Brésil au travers du prisme de son territoire immense, une diversité sans fin. En fait, c'est vrai parce que le Brésil, c'est un pays continent, c'est 8,5 millions de kilomètres carrés. C'est le plus grand pays d'Amérique du Sud et le cinquième plus grand pays au monde. D'ailleurs, il couvre plus de la moitié du continent d'Amérique du Sud et il partage ses frontières avec tous les pays, sauf l'Équateur et le Chili. Voilà, donc c'est pour dire un peu la grandeur du pays. C'est un pays qui a aussi 7000 kilomètres de littoral. Donc voilà, 7000, 9000 si on compte les embouchures. Mais bon, du sud du Brésil, là, par exemple, c'est la Costa Verde qui se trouve dans le sud du Brésil, jusqu'à, par exemple, les côtes plus arides, Jericoacoara, avec cette ambiance de nord-est plus tropicale. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment c'est un pays, les possibilités sont infinies. D'ailleurs, pour l'anecdote, ma dernière reco qu'on a faite en juin, on l'a faite dans l'état de Salvador de Bahia. Donc, j'avais visité Salvador de Bahia et la Chapelle Diamantina qui est à côté. Pour vous donner une idée, l'état de Salvador de Bahia est plus grand que la France, donc, alors que c'est un des 27 États du Brésil. Donc, ça remet les choses dans leur contexte. Après, ce qui se passe, c'est pour moi les limites de réduire en fait l'extraordinaire du Brésil à sa taille. C'est déjà qu'il y a d'autres pays qui sont très grands. Il y a la Chine, les États-Unis, le Canada qui sont d'ailleurs plus visités que le Brésil. Donc pour moi, c'est une des limites. Deuxièmement, de se dire, par exemple, si on reste sur un contexte purement français, on voit que la France attire beaucoup de touristes. C'est le principal pays touristique au monde depuis très longtemps, alors qu'il est 15 fois plus petit. Donc, je me disais, est-ce que vraiment le trait extraordinaire du Brésil, c'est sa taille?
c'est un peu les limites, c'est la réflexion que j'ai eue. Ça a été le cas pendant longtemps, mais on réfléchit là-dessus. Le deuxième aspect que vous avez tous dit, donc c'est l'aspect diversité. En effet, le Brésil, c'est un pays qui a une diversité extraordinaire. Et d'ailleurs, moi, quand je suis arrivé sur Terra et j'ai commencé un peu à vendre le Brésil, à proposer le Brésil, ma phrase d'accroche, c'était ce qui est bien avec le Brésil, c'est qu'il n'y a pas un seul Brésil. C'était un peu pour expliquer que vous pouvez aller dans différentes zones du Brésil et vous allez avoir des mondes différents, avec des façons de penser différentes, des paysages totalement différents. Et c'est vrai, en fait, parce on a des contrastes fous avec, on a 60% de la forêt amazonienne. Et puis, si vous regardez, ne serait-ce qu'en termes de paysage, vous pouvez voir le Pantanal. Si vous prenez, par exemple, la différence entre les paysages que vous pouvez voir au Pantanal, ce que vous pouvez retrouver aussi en Amazonie, les plages que vous pouvez avoir à Fernando de Noronha, c'est des plages qui ont été élues les plus belles plages du monde en 2014. Et puis moi, un peu mon chouchou pour ceux qui me connaissent, mon endroit fétiche, c'est le parc de Lençóis Maranhenses, et notamment qui peut se faire en trek. On se dit le Brésil a une diversité qui est folle. Et moi d'ailleurs, quand j'ai voyagé, quand j'ai connu le Brésil, ça a été un peu cet aspect-là où je me disais, mais comment est-ce qu'on peut avoir autant de diversité dans un pays? Voilà, donc pour la petite histoire, c'était un peu dans ces différents paysages. C'est moi, petit, donc j'avais découvert le Brésil, le parc de Lençóis Maranhenses, quand j'avais une dizaine d'années. J'avais été d'ailleurs au Pantanal et plus récemment en Amazonie. Et j'avais fait de cette diversité un peu mon credo et un pilier pour proposer le Brésil. Et puis que parler, on peut parler de ces paysages, on peut parler aussi de sa population. Quand vous allez au Brésil, vous voyez que c'est vraiment une diversité incroyable en termes de personnages, enfin de personnes. Il y a un métissage qui est assez incroyable. Et quand on sait, par exemple, il y a des anecdotes, moi, qui me font un petit peu, qui m'interpellent sur le Brésil, au-delà du fait que ce soit une mosaïque de personnes, c'est de se dire, est-ce que vous saviez, par exemple, que le Brésil a la plus grande communauté japonaise hors du Japon? Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire de se dire, le plus grand quartier japonais hors du Japon, il se trouve à Libertad, à São Paulo. São Paulo, j'ai vécu 2 ans. Et c'est vrai que vous allez là-bas, vous êtes plongé vraiment dans la culture japonaise. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu le Brésil, on voit qu'il y a beaucoup le jiu-jitsu brésilien, c'est un exemple frappant. Ça a été importé du Japon par les ambassadeurs, par le corps diplomatique japonais. Ils en font leur sport national. Et c'est pour ça que vous avez des très bons. Le jiu-jitsu brésilien, c'est devenu vraiment une discipline incontournable dans les sports de combat, par exemple. Et ça vient vraiment de ce métissage-là, de cette diversité. Par exemple, quand on revient aussi sur Salvador, que j'ai revisité du coup il y a 3 mois, de se dire que Salvador, c'est la plus grande ville noire hors d'Afrique, qui fait plus de 2 millions d'habitants. C'est assez incroyable. Et vous baladez là-bas, vous voyez vraiment qu'il y a une diversité. D'ailleurs, c'est assez frappant sur une ville comme Salvador, parce que vous avez ce contraste-là entre la population, une forte population qui est noire, et tout ce qui est la culture, les vestiges de la culture coloniale portugaise. Donc pour moi, la diversité, c'est bien sûr... c'est bien évidemment un des traits du Brésil, mais est-ce qu'on peut se dire vraiment, est-ce qu'on peut s'appuyer uniquement et réduire le Brésil, le côté extraordinaire du Brésil à sa diversité et à sa taille? Je ne suis pas sûr, parce que typiquement, quand on parle de diversité, là, par exemple, je vous dis, moi, je suis né à Madagascar. Que dire de Madagascar? Le Madagascar est un pays beaucoup plus petit, mais c'est un pays qui a une énorme diversité aussi. Et comme pour revenir aussi à la France, quand on va en France, je vulgarise, mais en gros, vous avez aussi la côte en Bretagne, vous avez la dune du Pilat, vous avez les quais des Calanques, les volcans d'Auvergne et les Alpes. Vous avez une grande diversité, ne serait-ce qu'en France. Donc, est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer là-dessus pour proposer nos voyages et proposer l'extraordinaire? Je ne suis pas sûr. Et on aimerait en tout cas évoluer là-dessus. Donc, on revient un petit peu sur qu'est-ce qui fait du Brésil un pays extraordinaire aujourd'hui et qu'est-ce qui le fera demain, et qu'est-ce qui fait de Terra Brasil un réceptif extraordinaire aujourd'hui et demain. Alors, c'est ce que je disais. Globalement, si on reprend les deux notions dont on parlait, donc une superficie, un territoire qui est immense et la diversité, nous, ce qui faisait Terra Brasil un réceptif extraordinaire en 2023, c'était surtout qu'en fait, on était des experts locaux et on avait une grosse expertise, que ce soit sur le sud du pays que sur le nord-est. On avait une bonne présence, on savait tout opérer, et ce qui faisait de nous, à la base, jusqu'à maintenant, un réceptif extraordinaire, c'est qu'on savait bien opérer, il n'y avait pas de couac, on était expert du terrain, on savait bien le proposer, on savait bien le vendre, et c'était un petit peu notre valeur ajoutée
jusqu'à maintenant. La vraie question, comme on sait que ça sera lié par rapport à 2030, que les choses vont changer, on se pose vraiment la question de se dire bah, qu'est-ce qui fera de nous un réceptif extraordinaire en 2030 et qu'est-ce qui fera du Brésil un pays extraordinaire en 2030. Et on voit que les deux sont liés et c'est un peu ce que nous, on mettra en avant. Donc c'est pour ça on a vraiment réfléchi sur, en fait, sur le côté extraordinaire du Brésil. Et c'était une réflexion que moi j'ai eue par exemple cet été où je me suis dit, bah, bon, Samuel, tu sais maintenant que la diversité et la taille, c'était un petit peu tes anciens credos. Mais toi, qu'est-ce qui te fait vibrer et qu'est-ce qui te fait vibrer sur le Brésil et qui te fait penser de façon intrinsèque que c'est un pays qui est extraordinaire? Et pour moi, si vous me demandez aujourd'hui et pour la suite, qu'est-ce qu'on doit mettre en avant et qu'est-ce qui fait du Brésil un pays extraordinaire, je vous dirais, c'est la possibilité de vivre des émotions fortes en toute simplicité. Voilà, ça m'a pris du temps pour sortir ça. Mais c'est une réalité, c'est-à-dire que le Brésil, vous pouvez vraiment vivre des émotions très fortes de façon simple et bah, passer des moments extraordinaires sans avoir à faire des sauts de puce à gauche et à droite. Et c'est un truc qui, pour moi, est extraordinaire et me fait toujours revenir au Brésil. Pour les gens qui ont voyagé longtemps au Brésil ou qui ont vécu, bah, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que le Brésil a un peu une saveur particulière et on se rend compte, il y a un aspect, bon, c'est aussi alimenté par la communication, mais il y a un aspect un peu mystique où le Brésil, comme je dis, il attire autant qu'il impressionne. Mais pour moi, cette réflexion, comme je dis, la possibilité vraiment de vivre des choses fortes de façon simple, c'est une des forces du Brésil. Et j'ai eu, ben, d'ailleurs, cet été, c'était un peu grâce à Tiana qui a ramené on va dire, un vent frais chez Terra Brasil, où on est sorti pour un peu se connaître. On a été se balader du coup dans Rio et on s'est simplement en fait posé pour manger quelque chose en fin de journée après le travail. Et puis bah, la soirée continue, donc on se dit bah, ce serait bien qu'on aille voir une roda de samba. Donc tatatac, Tiana, elle, euh, elle prend son téléphone, les nouvelles, enfin les réseaux sociaux, elle voit qu'il y a, enfin oui, elle me fait passer un vieux de la vieille et elle voit qu'il y a une roda de samba qui est à 200 mètres. On dit bon bah on y va, on va se balader, on y arrive en 5 minutes, et puis là, on arrive, il y avait, comme je vous dis, une roda de samba, et on a vécu, enfin, moi, j'ai vécu la meilleure soirée de ma vie depuis l'ère Covid, et je me disais, mais comment est-ce que c'est possible que le Brésil me fasse vivre ça? Et c'est-à-dire, bah, en fait, c'était une rue, il y avait une table, il y avait quelques chaises, la rue était fermée, c'était l'impasse qui avait été fermée du coup. Il y avait des gens qui jouaient de la samba, et nous on arrivait, ils étaient déjà en train de jouer, et en gros jusqu'à 2, 3, 5 heures du matin, euh, on avait besoin de rien de plus. Et on s'était dit, mais comment est-ce que c'est possible de vivre autant d'émotions fortes en toute simplicité? Voilà, donc c'était un petit peu pour moi le nouveau, enfin ce qui fait extraordinaire, ce qui est extraordinaire dans le Brésil. Je ne veux pas le limiter non plus au côté fête, au côté folklore des personnes qui sont toujours contentes et qui passent leur temps à danser. C'est pas vraiment ça. Mais c'est de se dire sur différentes émotions, que ce soit sur toutes les émotions. En fait, on pourrait même passer les 5 étapes d'un deuil au Brésil, ça irait très rapidement. Mais sur ces émotions-là, il faut arriver en fait pour moi, à se recentrer là-dessus et de se dire les circuits qu'on propose et les expériences qu'on propose, on doit pouvoir, en accord avec un peu les enjeux du millénaire, et la transition écologique, en étant un petit peu plus sobre et plus propre dans ce qu'on fait, arriver à proposer des circuits qui soient vraiment des expériences. Donc, ça veut dire pour le moment créer des expériences, passer plus de temps dans les mêmes endroits et arrêter de courir à gauche à droite pour justement arriver à saisir cette essence-là pour moi du Brésil. Et si demain les voyageurs ils arrivent ils resteront dans une même région et ils passeront 2 semaines, 3 semaines dans une même région en prenant leur temps, mais qui repartent avec, pour moi, ce qui fait l'essence et le côté extraordinaire du Brésil, pour moi, on aura gagné. On aura gagné au niveau sur ce qu'on propose, on arrivera à proposer sur le Brésil parce qu'ils deviendront les meilleurs ambassadeurs du Brésil et par rapport à notre activité et l'impact qu'elle a sur l'environnement. Donc pour ça, on a réfléchi un peu à des nouveaux circuits. Pour le moment, on en est encore à des pistes dont on va alimenter les circuits actuels, ce qu'on fait déjà en classique. Mais je vais laisser du coup passer la parole à Tiana qui, elle, du coup, va vous présenter un circuit sur lequel on a réfléchi, qui pourrait être le circuit de demain, qui sera amélioré, mais dans cette optique extraordinaire, en toute simplicité, sur une seule région pour passer des moments de qualité, euh, un type de voyage extraordinaire. Donc, je te laisse la parole, Tiana. Merci Samuel. Donc pour nous, notre circuit extraordinaire, on a décidé de l'appeler Alma Brasileira.
Je vais vous faire une présentation un peu globale du circuit. Ce sera 3 semaines, donc 11 jours à Rio et 10 jours sur la Costa Verde. C'est un circuit qu'on propose sans vol interne et chaque transfert se fait en bus ou en voiture et en bateau. Et c'est vraiment un circuit qui permet de s'immerger à 100% dans l'âme et la culture brésilienne, qui fait découvrir Rio, la Costa Verde, en passant par Ilha Grande et Paraty de manière vraiment authentique, en vivant pleinement l'expérience brésilienne. Donc, je ne vais pas faire le descriptif jour par jour, mais je vais vous donner quelques exemples des expériences exceptionnelles qu'on a choisies pour ce circuit. Évidemment, on commence ce circuit par Rio, à Cidade Maravilhosa. C'est un incontournable du Brésil, mais en plus de visiter les emblématiques qui sont le Corcovado, le Pain de Sucre, Santa Thérèse, le centre, etc., on a décidé d'ajouter des expériences pour qu'ils vivent vraiment, qu'ils découvrent Rio comme de vrais cariocas. Et comme le disait tout à l'heure Samuel, pour nous, ça faisait sens d'ajouter une journée dédiée à la découverte de la samba. Et pour ce faire, on a rencontré Luciano Fogas, qui est un maître de batucada, qui est une percussion, qui est la percussion brésilienne. Lui, c'est un musicien professionnel et un grand compositeur qui écrit pour les plus grandes écoles de samba à Rio. Donc, c'est lui qui va nous accueillir dans sa quadra. C'est un lieu de répétition et de présentation. Pour nous, il était important de proposer à nos voyageurs la quadra de samba à Rio parce que, comme il le disait tout à l'heure, Samuel, c'est vraiment une expérience authentique de la culture brésilienne. Ça fait sentir l'effervescence de la samba, pourront danser au rythme et à la musique, et surtout, ça fait découvrir la passion et l'énergie qui anime les cariocas et les Brésiliens en général autour de cette musique. Donc, Fogassa, il propose aux voyageurs d'abord de commencer la journée par un cours de percussion. Les voyageurs ils peuvent découvrir les instruments de la samba, qui sont le surdo, le tambourin, la cache, comme on voit sur les photos. La roda de samba, c'est les photos qu'il y a en haut à gauche et en bas à droite. Ensuite, il propose de déguster un plat typique brésilien qui est la feijoada, qui sera proposé et fait par lui et sa famille, et toujours dégusté dans sa quadra, qui est le plat en haut à droite. Donc, c'est de la viande, des haricots noirs, souvent servi avec du riz et de la farine de manioc. Et ensuite, une fois qu'ils auront testé les instruments, compris l'histoire de la samba et qu'ils sont vraiment immergés dans cette musique et cette culture-là, ils auront la chance d'assister à une vraie roda de samba qui est proposée par l'équipe, les musiciens talentueux de Fogas. Et là, vraiment, c'est une immersion comme celle dont parlait Samuel, où ils pourront vivre l'effervescence de la samba. Pour continuer ces expériences aussi très immersives, on a fait une proposition grâce à Bruno, qui est au mestre Pedi Boy. Et lui, il va faire découvrir le patrimoine culturel du Brésil à travers la capoeira. Donc, c'est la photo que vous voyez en haut à gauche. La capoeira, c'est un art martial qui mélange et la danse, et la musique, et les acrobaties. Et pareil, il va expliquer l'histoire de cet art à travers un cours de musique avec l'apprentissage des instruments typiques de la capoeira, là, comme vous voyez en bas avec le berimbau, et ensuite un cours de capoeira. Comme je le disais, en plus des visites emblématiques de Rio, on a décidé aussi de faire visiter pas seulement Rio et le centre, mais aussi de voir les alentours de Rio, notamment dans un quilombo à Niterói, ou sinon les plages de la zone ouest, comme vous voyez sur la photo à droite, qui sont des plages sauvages encore préservées du tourisme de Rio. Et là, les voyageurs peuvent y faire du surf, des randonnées, peuvent déguster du poisson dans les restaurants au bord de plage, etc. Ils continueront bien sûr le voyage sur Ilha Grande. Ilha Grande, c'est une île sauvage qui est connue pour son cadre naturel et préservé et les plages paradisiaques qu'elle y propose. Et là, on a proposé une nouvelle activité, expérience, qui est la visite de la fazenda de Coquille Saint-Jacques. Encore une fois, ce sera une nouvelle rencontre parce que c'est le propriétaire lui-même de cette ferme qui va accueillir les voyageurs et qui va leur expliquer un peu le processus d'élevage des huîtres, de Coquille Saint-Jacques, de moules, et ils auront une dégustation par la suite des produits frais qui ont été récoltés le matin même. Après Ilha Grande, ils se dirigeront vers Paraty. Encore une fois, les transferts, c'est toujours en bus, en voiture ou en bateau. Et évidemment, il y a la visite de Paraty, qui est un village colonial qui est classé au patrimoine de l'UNESCO.
Mais on a décidé d'ajouter une nouvelle expérience qui est 2 jours à la Ponta da Joaquim, c'est un petit village de pêcheurs qui est isolé au cœur de la réserve écologique. Là, les voyageurs, ils auront l'occasion de dormir chez l'habitant et c'est Alessandra qui va les accueillir avec sa famille. C'est une famille de caïssars, donc de pêcheurs qui vivent en bord de mer. Et Alessandra, elle fera vivre aux voyageurs vraiment une expérience 100% authentique et ça va vraiment émerger les voyageurs dans la vie de pêcheurs caïssars grâce à des activités de pêche, de la visite de la communauté locale, de l'apprentissage de la biodiversité de la Mata Atlantique aussi. Et enfin, un autre exemple d'expérience exceptionnelle que l'on propose, il y a aussi la croisière en bateau sur la Costa Verde de 3 jours et 2 nuits. Et c'est sur un bateau de pêcheurs aménagé. Et là, ça permet vraiment de connaître les trésors cachés de la région de Paraty. Donc sur Paraty, c'est vraiment 6 jours de découverte qui sont rythmés par des randonnées, des rencontres, des plages paradisiaques, des paysages, la découverte et la compréhension de la biodiversité de la Mata Atlantique. Donc c'est vraiment un voyage de 3 semaines sur Rio et la Costa Verde et c'est une occasion unique avec des expériences exceptionnelles qui allient la beauté naturelle de la région, mais aussi la culture et la richesse de cette culture brésilienne et des rencontres humaines vraiment authentiques. Parfait. Écoute, merci Tiana. Oui, bah, de toute façon, elle a tout dit, hein. L'idée, c'est commencer petit à petit à réfléchir à ce qu'on fait et de se dire, bah, sur chaque région, sur chaque endroit qu'on propose au Brésil, il y a encore beaucoup à faire. On peut le faire différemment et comme on dit, l'idée, c'est pas non plus, même si on continue à faire, on continue à proposer l'ensemble du Brésil et on propose encore des voyages avec différentes régions, c'est de pas faire des sauts de puce et d'aller un petit peu faire une collection de cartes postales des paysages, mais c'est aussi plutôt de passer du temps là où on est, de comprendre l'essence du Brésil et de se dire, bah, c'est un petit peu d'ailleurs un petit clin d'œil à la création de Terra Brasil, quand vous voyez que Terra Brasil a été créé dans la Costa Verde et à la base, Terra Brasil, quand ils ont commencé, on faisait du trek en itinérance sur cette région-là. Et on se rend compte que bah, on est 20 ans plus tard et on revient un petit peu aux sources sur ce type de voyage avec des voyages où on prend son temps. On a noué au fil du temps des très bonnes relations avec nos prestataires. On a découvert on a découvert des petites perles sur le sud, mais aussi sur le nord-est. Hein. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien le trek dans le parc des Lençóis Maranhenses. Et on propose avec des guides locaux qui vous ouvrent les portes des différents endroits. Pour nous, c'est le plus important. C'est juste rendons-leur un petit peu justice, donnons-leur un peu de justice et prenons le temps de les découvrir, de passer du temps avec eux pour découvrir ce qu'est vraiment le Brésil et ralentissons un petit peu pour nous, pour les voyageurs aussi qui repartent avec des étoiles plein les yeux et pour le pays, pour le Brésil qui est extraordinaire. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur notre présentation, sur le Brésil en général, pour ceux qui nous connaissent, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vous laisse maintenant la parole, on sera ravis d'y répondre, Tiana ou moi. Damien, si tu as des questions d'ailleurs. Bien sûr. Merci pour cette présentation. Effectivement, donc n'hésitez pas parce qu'en plus on a le temps, donc on peut vraiment prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Donc vous pouvez soit activer votre micro, soit par chat. Moi j'ai le chat sous les yeux, donc voilà, s'il y a une question, je la relais directement. Et sinon, en attendant, moi, effectivement, quand je discutais avec Samuel tout à l'heure, moi j'avais la question moi qui ne connais pas trop le Brésil, j'avais la question sur la sécurité. Je me doute que ceux qui sont pas experts du Brésil peuvent avoir aussi cette même interrogation-là. Donc Samuel ou Tiana, si vous pouvez me détailler un petit peu cet aspect-là au Brésil. Ok, alors oui, bah, le Brésil, quand je dis que c'est un pays qui attire autant qu'il impressionne, on sait que cet aspect de sécuritaire revient assez souvent sur l'Amérique du Sud en général, mais aussi sur le Brésil. Alors le Brésil, c'est vrai en termes de chiffres, si on parle statistiques, c'est un pays qui c'est assez alarmant, hein, en termes de sécurité. Et pourtant, pour nos voyages, nous, tout se passe toujours bien. Ce que je dis aux voyageurs, c'est que c'est un peu comme partout, c'est une question de bon sens. Voilà, parce que la violence, en fait, au Brésil, elle est surtout concentrée dans les périphéries pauvres des grandes villes.
Mais sur un territoire de 1,5 million de kilomètres carrés, voilà, la violence, elle n'est pas partout, elle est même peu présente sur les voyages que l'on fait. Donc pour moi, il y a vraiment cet aspect, faire preuve de bon sens, comme partout. Vous êtes euh, dans le métro parisien, c'est pareil, le soir, bah, vous évitez les signes, enfin, on va dire les signes extérieurs de richesse quand vous baladez au Brésil. Moi, par exemple, bon, je ne dis pas que ça va être un impératif, mais je ne porte pas de Rolex quand je me balade à Rio en vélo. C'est pas, j'évite, même si vous pouvez le faire, hein. Et ensuite, le plus important, c'est d'être avec des gens qui savent, et c'est pour ça que nous, on est posé là-bas, c'est des personnes qui connaissent le terrain, c'est-à-dire il faut être enfin, nous, on est en rapport aussi avec nos prestataires, avec les gens qui habitent sur place, avec les guides, et c'est toujours très intéressant, enfin, toujours important de tâter la température, enfin, vraiment de la température, et d'être mis, enfin, de sentir les différentes ambiances, et quand il y a quelque chose qui ne va pas, typiquement, on fait aussi parfois des visites de favelas où on sait qu'il y en a qui sont pacifiés, on peut y aller, on ne fait pas de voyeurisme, c'est vraiment, on emmène visiter certains projets artistiques, on a certains points de vue des restaurants qui ont une vue magnifique sur Rio, par exemple. Bah, on va dire, on prend des nouvelles régulièrement pour savoir bah, comment ça va là, est-ce qu'on peut toujours le faire, est-ce que c'est tranquille. Et s'il y a le moindre souci, il faut avoir en fait des personnes, des relais locaux qui nous permettent enfin, qui sont un peu des garde-fous, des lanceurs d'alerte, qui nous disent, bah, écoute, là, on va plutôt faire ça dans une autre favelas parce qu'ici, c'est compliqué. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment, avant tout, pour le voyageur, c'est faire preuve de bon sens et ça se passe bien. Nous, on n'a pas, enfin, je touche du bois et j'ai toujours ça, mais on a des hautes saisons, les hautes saisons, la juillet-août, avec beaucoup, beaucoup de voyageurs. Tout se passe très bien. Et après, comme je dis, nous, on est là aussi pour, comme on dit quand on est des experts locaux, pour arriver à vous aiguiller et vous faire voyager de façon la plus sûre possible. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, merci. Alors, je vois qu'Angeline a le micro ouvert. Angeline, si vous avez une question, n'hésitez pas. Écoutez, non, j'écoute attentivement les Ok, réponses, mais je n'ai pas de questions précises pour l'instant. ok, très bien. Alors, du coup, bah, j'ai une question qui me vient par chat. Donc, c'est Christine qui nous demande, pouvez-vous nous refaire un point un peu basique sur le Pantanal et l'Amazonie? Et donc, elle détaille, alors, saison, faune, flore, combien de nuits sur place, pourquoi on choisit le Pantanal plutôt que l'Amazonie ou vice-versa? Je t'invite à, si tu veux revoir les différents éléments, à ouvrir le chat, faut pas oublier. Ok. Bon, ça va être difficile de répondre de façon, de façon courte là-dessus. Les deux, euh, c'est deux ambiances différentes. Moi, je vais vous donner mon point de vue parce que j'ai visité les deux. Beaucoup de personnes quand ils pensent au Brésil, ils pensent à l'Amazonie parce que bah, c'est emblématique. Il y a aussi toute une question de communication, une question politique là-dessus. Mais c'est deux ambiances différentes. Pour moi, l'Amazonie, on y va surtout pour l'ambiance calfeutrée. Enfin, c'est-à-dire, ce qui est bien avec l'Amazonie en général, c'est d'être dans un lodge. Ça dépend. Il y a la saison, toute une saison en fait où on va dire il y a peu d'eau, c'est surtout sur la fin d'année, et du coup, c'est propice à l'observation animale. Et à l'inverse, quand commence la saison des pluies sur la fin d'année, à partir de novembre-décembre jusqu'à mai-juin, et ben, il y a beaucoup plus de pluie. Du coup, ça permet de voir un niveau d'eau qui monte vraiment sur l'Amazonie, d'avoir l'impression d'avoir la tête vraiment dans les arbres. Et pour moi, c'est plus l'impression de vivre au cœur de la forêt, d'être immergé dans l'Amazonie. Par contre, pour l'observation animalière, les gens sont parfois un peu surpris sur l'Amazonie parce que c'est pas évident de voir les animaux. Donc, on le fait quand on fait des safaris nocturnes. Là, oui, on arrive à avoir à voir des animaux, des crocodiles, des serpents, etc. Ou quand on fait des nuits, par exemple, en jungle, enfin, un hamac dans des camps, là, c'est aussi possible de voir les animaux. Mais c'est pas si facile de voir des animaux en fait sur la partie Amazonie, contrairement au Pantanal. Moi, quand j'étais petit, j'ai eu un coup de cœur pour le Pantanal quand j'ai visité, j'avais 10 ans à l'époque, parce que le Pantanal, à l'inverse de l'Amazonie, c'est vraiment une région. Le Pantanal, ça veut dire en portugais, c'est marécage. On dit c'est le plus grand marais du monde, le Pantanal. Donc c'est immense, ça s'étend sur 2 États, c'est vraiment immense, le Mato Grosso, et c'est ouvert en fait. C'est-à-dire que vous êtes là-bas. L'ambiance, c'est une ambiance de cow-boy. En général, vous le faites soit en itinérance, donc on dit, c'est bien de le faire sur entre 5 jours et une semaine, ou soit vous le faites, vous posez dans une posada et vous vivez un peu de façon un peu plus immergée le Pantanal. Mais ce qui est bien, c'est que
fait, le Pantanal, vous avez une ambiance de cow-boy et comme je dis, c'est ouvert. Vous pouvez voir pour l'observation animalière, pour les oiseaux, pour voir les tamanoirs, pour voir les crocodiles, même le jaguar. À mon sens, si on y va pour l'observation animalière, je préfère le Pantanal. Après, le Pantanal, c'est assez, c'est assez tricky parce qu'il y a une période de l'année qui est pas, où c'est difficile, qui est pas opérable. En gros, la meilleure saison, c'est de mai jusqu'à octobre pour bénéficier, enfin, pour pouvoir le faire de la meilleure des façons. À partir de novembre-décembre, il commence à avoir des pluies et jusqu'à mai, c'est impraticable. Il y a pas mal de zones qui sont impraticables à cause de la montée des eaux, donc on ne propose pas. On propose très peu. Comme je l'ai dit, le Pantanal, c'est vraiment à partir d'avril-mai selon les pluies de l'année et jusqu'à octobre. C'est bien. Après, pour l'Amazonie, on peut le faire toute l'année. Il faut savoir qu'à partir de la fin d'année, pareil, jusqu'à mai, il peut pleuvoir et on a un niveau d'eau qui monte. Après le reste de l'année, on est sur la partie un peu plus sèche, mais ça donne cette impression quand vous allez en lodge. Enfin, pour l'observation animalière, c'est plus facile parce que le niveau est plus bas, donc vous arrivez à avoir plus d'animaux. Et sur certains lodges, du coup, vous avez cette impression de grandeur en fait où vous êtes en hauteur quand vous logez là-bas. Donc pour moi, les deux sont bien, mais c'est une ambiance différente. Comme je le répète encore une fois, l'Amazonie, c'est vraiment pour être immergé et sentir un peu la forêt qui vous entoure. Et c'est enfin, les bruits, les odeurs, tandis que le Pantanal, c'est vraiment pour moi en prendre plein la vue et avoir ce côté où vous êtes dans une fazenda, où vous êtes en itinérance, vous prenez un cheval avec avec la fazenda, vous partez du coup en 4x4 et vous allez voir les différents animaux qui sont aux alentours. Vous avez des lacs à côté, vous avez des centaines de crocodiles, vous baladez en 4x4 ou même à cheval, vous avez des tamanoirs, vous avez vraiment la faune et la flore qui est à disposition. Et c'est ça qui fait la grande différence. Donc pour moi, par exemple, comme je dis, pour mon expérience personnelle, j'ai toujours préféré le Pantanal. D'ailleurs, cette photo-là, c'est au Pantanal. Donc c'est encore ce souvenir un peu Madeleine de Proust, mais c'était de ce côté où ouais, vous êtes dans un grand marais et vous avez vraiment la nature qui est à votre disposition, là où pour l'Amazonie, c'est beaucoup moins le cas. Après, en général, je permets d'enchaîner sur cette question. Le Brésil a vraiment des périodes, des saisons qui sont différentes parce que c'est un pays tellement grand qu'en fait, on a différentes saisons. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une saison des pluies qui couvre tout le Brésil qui commence après le carnaval, on va dire entre mi-février, fin février jusqu'à avril-mai. Il pleut beaucoup sur l'ensemble du Brésil. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent la bossa nova, la chanson Águas de Março, bon, Tiana vous la chantera après, c'est le refrain, en fait, c'est pour dire c'est les pluies, les eaux de mars qui viennent fermer l'été. Et en fait, quand c'est la fin de l'été, pour nous, c'est l'hiver australien. Enfin, c'est inversé. Donc, on va dire entre l'été se termine en février et le mois de mars, avril et mai, il pleut beaucoup sur l'ensemble du Brésil. Après, il y a des petites disparités, il y a des petites différences où sur l'Amazonie, sur d'autres régions, il commence à pleuvoir dès novembre, décembre. Et sur certaines régions, ça se termine même sur mai-juin. Donc, on peut visiter le Brésil toute l'année. En fait, on peut visiter le Brésil toute l'année parce qu'il y aura toujours quelque chose à faire. Mais par exemple, si on parle du Nord-Est, enfin, si on s'éloigne un peu du Pantanal et de l'Amazonie, par exemple, le Nord-Est, ils ont, sur Fortaleza et sur la route des émotions entre San Luis et Fortaleza, je vous remets la petite carte, là, entre San Luis et Fortaleza, sur la route des émotions. Typiquement, vous regardez, il fait 30 degrés toute l'année. Enfin, c'est un impondérable. Il fait 30 degrés la journée et 23, 24 la nuit. Et il y a juste une petite saison des pluies, donc on évite en général les mois on va dire de mars, avril et mai, mais le reste de l'année, vous pouvez venir très tranquillement. Et à l'inverse, il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant. Quand vous regardez, par exemple, la partie sud, Rio, nous, on a beaucoup de voyageurs qui viennent en juillet, août sur Rio, et ils sont étonnés parce qu'ils disent, mais en fait, vous pouvez arriver à Rio, il fait froid, en fait, parce que pour eux, si vous venez en juillet, août, c'est l'hiver austral. Et autant il peut faire très bon, on va dire une journée d'été en France avec 20 degrés la nuit et après 27, 30 la journée, autant il peut avoir de la pluie et il peut faire 15 degrés la nuit et 18, 20 la journée. Donc en fait, c'est même pas forcément pratique par rapport au balnéaire. Donc, il faut faire très attention et le mieux, c'est de vous demander de voir aussi, nous, avec nos relais locaux, parce que pour le parc des Lençóis, typiquement, sur le Nord-Est, sur le Pantanal, sur l'Amazonie, on est toujours aussi en contact avec nos prestats pour qu'ils nous disent, écoute, là, typiquement en Amazonie, on voit que on est
On est sur la fin enfin, sur la fin enfin, on a fait du coup l'hiver et le printemps. Et là, il y a des gros problèmes en Amazonie en termes d'eau. Donc, on voit qu'on attend vraiment la saison des pluies. Et là, on a certains coins de l'Amazonie qui sont pas accessibles. Certains lodges qui sont pas accessibles parce qu'il n'y a pas assez plu. Enfin, il n'a pas commencé à pleuvoir et l'eau, le niveau d'eau est trop bas. On peut pas y accéder. Donc, typiquement, nous, on a un lodge avec qui on bosse beaucoup qui s'appelle le Manati Lodge, qui est Marilia, qui quelqu'un qui a commencé, enfin, on a grandi ensemble avec Terra Brasil et qui nous a dit, bah, écoutez, là, pour octobre, enfin, en tout cas, octobre jusqu'à novembre et que la saison des pluies commence, on peut pas accéder au lodge. Donc, en gros, ne venez pas. Donc, l'idée, c'est aussi, c'est d'avoir ces saisons en tête. Si vous avez un doute, de nous poser la question et nous, après, au travers de nos collaborateurs sur place, eh ben, on vous dit si c'est possible ou pas. Après, on ne vendra jamais un voyage qui n'est pas opérable. Super. Ben, Après, écoute, ah oui, si tu as un truc à rajouter, bien par- sûr, vas-y, je t'en prie. Bien non, sûr. c'était juste par rapport au temps passé. On pourrait y rester, l'Amazonie comme le Pantanal, on pourrait rester une vie. Hein. Mais en général, entre 5 jours et une semaine, c'est bien. Ne serait-ce que pour le Pantanal, ça dépend si vous la faites sur la partie, enfin, en itinérance ou en fazenda, ou vous restez posé sur une seule fazenda. Pour l'Amazonie, enfin, et pour l'Amazonie, typiquement, vous aurez souvent besoin d'une nuit sur Manaus en arrivant parce que les vols, typiquement, si vous prenez un vol depuis Rio ou un vol depuis Fortaleza, vous mettrez 3 heures. 3 heures pour y arriver, donc il faudra souvent dormir sur place et après de passer au moins 3, 4 nuits en lodge, c'est le minimum pour moi. Ok, donc bah, écoute, j'ai pas plus trop de questions. Je pense qu'on a fait le tour. Puis de toute façon, moi dans tous les cas, donc le replay sera disponible d'ici quelques heures. Je vous enverrai toutes les informations. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter Samuel. Je vous mettrai aussi tous les contacts nécessaires. Samuel, un petit mot de fin pour nos participants? Bah écoutez, merci d'être venu. Ouais, comme je dis, je sais que c'est les vacances et qu'on est tous très occupés, mais c'est toujours un plaisir de parler Brésil. N'hésitez pas à nous contacter, Tiana ou moi, pour en savoir un peu plus. Si vous avez des questions ou même des demandes, on sera ravis d'y répondre. Et puis à la prochaine, au prochain webinaire. On trouvera un autre thème assez sympa à vous proposer. Merci à tous. Et voilà, donc je reviens vers vous dans quelques heures pour tous les contacts. Merci.